Bien, mesdames, messieurs, chers amis, aussi peut-être chers collègues, bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'Hôtel de Région pour ce colloque organisé par la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine avec le MICA, donc Bordeaux 3, et auquel le Conseil économique, social et environnemental régional a eu le grand plaisir de s'associer et de répondre très promptement, je dirais avec enthousiasme, à la sollicitation formulée à la fois par Christophe Bouneau et Alain Diribarne. Et puis, je salue aussi Jean-Georges Micol, le directeur général de l'agence Aquitaine Développement Innovation. J'allais reprononcer l'ancienne dénomination. Il faut dire que ADI, 2ADI est devenu ADI, agence consacrée à la fois à l'innovation et au développement industriel. Et je salue bien évidemment son président, Jean-Luc Foucault, qui est aussi parmi nous, parce que la volonté qui a été celle de la MSHA et à laquelle, de façon spontanée, nous nous sommes associés, était d'organiser un colloque qui soit à la fois, bien évidemment, un moment d'échange entre chercheurs, et donc un moment académique, mais qui soit aussi un moment de dialogue avec la société civile. Et ça me semblait aller d'autant plus de soi que je suis moi-même convaincu que les dynamiques d'innovation procèdent aussi de la qualité des interactions sociales, de la qualité des échanges entre les acteurs d'un territoire, et qu'à cet égard, l'Assemblée Conseil économique, social et environnemental régional, à laquelle aussi j'ouvre une parenthèse, mais je salue mon collègue Olivier Cyr parce qu'il est la double caractéristique d'être à la fois membre d'un conseil économique et social environnemental, celui de la région Bretagne, et d'être par ailleurs universitaire. Donc il avait de bonnes raisons d'être là aujourd'hui. Bonjour Olivier et bienvenue. Mais ces assemblées de la société civile organisée, comme on les qualifie, ont vocation à s'intéresser à un objet un peu plus que strictement local. Il est régional, mais il est composé de réalités locales relativement diverses. Nous ne les appréhendons pas comme des objets scientifiques, nous les appréhendons comme des objets empiriques qui sont constitués de dimensions et de légitimités diverses, multiples, politiques, géographiques, culturelles, tout ce que nous voulons. Mais nous sommes convaincus que c'est aussi dans l'échange avec le monde scientifique, avec la recherche, que nous pouvons croiser les regards et à travers cette multiplication des points de vue, espérer appréhender avec le plus de pertinence possible ces réalités que sont aujourd'hui les objets locaux, qui effectivement s'intègrent dans des réseaux de plus en plus complexes. La proximité organisée, comme on la qualifie parfois, procède des nouvelles technologies, d'un certain nombre de dispositifs techniques pour lesquels nous avons eu aussi le plaisir d'échanger avec Christophe Bouneau dans d'autres occasions. Et il nous semble qu'il y a une grande utilité, une grande fécondité à croiser les regards d'acteurs qui sont engagés, je dirais, dans la société concrète, avec des points de vue subjectifs qui procèdent des intérêts qu'ils représentent. La société civile représente les intérêts des différentes familles d'acteurs qui composent le territoire, et croiser ces regards-là avec le point de vue plus distancié des chercheurs. À une époque, sans doute que nous aurions considéré l'innovation comme étant la stricte mise en œuvre de programmes décidés, je dirais, de façon un peu rationnelle, théorique, à partir de modèles. Je crois que cette conception-là de l'innovation, et y compris de la mise en œuvre des résultats de la connaissance, a vécu. Nous sommes de plus en plus conscients que les représentations que nous pouvons avoir du réel ne rendront jamais compte de sa réalité, de sa totalité. Il y a une marge d'incertitude. Claude Lefort disait que c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la démocratie. C'est la conscience de cet écart entre le monde réel et ses représentations, et qu'il y a toujours une dimension de pari. Je crois que dans l'innovation, il y a aussi une dimension de pari collectif. Il y a aussi avoir conscience que l'innovation ne se situe pas toujours là où on l'imagine, qu'elle peut nous surprendre, qu'il faut parfois regarder dans le rétroviseur pour identifier ce qui a constitué de véritables innovations et ce qui a pu dépasser, y compris notre entendement. Lorsque je visitais il y a quelques temps de cela le centre laser Mégajoule,
on faisait référence à un article des années 70 sur le laser qui disait « laser à quoi, laser à rien ». Aujourd'hui, le laser, il est dans tout un tas de process industriels. Il s'est développé de façon considérable et ce sont des innovations que nous n'aurions pas été forcément capables d'imaginer de la même manière que dans cet Internet des objets qui se dessine, où à l'horizon de 2020, 50 milliards d'objets communiqueront entre eux. Je ne suis pas certain que nous sommes capables de concevoir le monde tel qu'il se vivra dans ce contexte-là. Michel Serres nous parle d'une mutation sociétale, que peut-être même les sciences humaines et sociales, comme il l'écrit dans le projet d'INRIA pour les années à venir, que peut-être les sciences humaines et sociales telles qu'elles se sont construites à travers les autres formes de représentation de la pensée plus traditionnelle n'arriveront pas à penser et à concevoir. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, beaucoup d'inventivité, être capable aussi nous-mêmes de ruptures épistémiques, théoriques, je ne sais pas. En tout cas, c'est certainement dans le dialogue et dans l'échange que nous arriverons à penser ce monde de manière à ce qu'il ne nous dépasse pas. Et c'est vrai que je conclurai sur cet aspect-là. Il y a ici en Aquitaine l'École nationale supérieure des sciences cognitives, dirigée par Bernard Clavry, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'homme augmenté, qui a été consacré aux effets de la convergence technologique entre les biotechnologies, les nanotechnologies, les sciences cognitives, l'informatique. Et lorsqu'on identifie, qu'on mesure ce qu'il se joue dans ces interactions-là, il y a de quoi être inquiet pour l'avenir de l'humanité. C'est un vrai défi à notre entendement qui nous invite à être particulièrement vigilants. Et cette question n'est pas qu'une question scientifique, c'est aussi une question pratique, c'est donc une question politique. Et la conception qui est la nôtre du politique, c'est qu'il doit procéder d'un dialogue permanent. À cet égard, la société civile est essentielle pour que ce dialogue fasse en sorte que l'espace public soit le plus large, le plus riche, le plus ouvert possible. Et c'est aussi grâce à vous et à vos apports réguliers en tant que chercheurs que nous pouvons enrichir cet espace public. Donc merci d'avoir souhaité que le Césaire s'associe à vous et je souhaite un très bon colloque à tous qui sera fructueux. Et merci à Jean-Georges aussi d'avoir associé l'Agence Aquitaine Développement Innovation, ce qui exprime bien là la conviction que aussi pour une agence qui peut apparaître souvent comme étant très tournée vers la dimension technologique et industrielle, il y a une forte conscience que l'innovation est une affaire aussi humaine, d'interaction, d'échange et de dialogue. Donc je pense que c'est de bon augure pour cette jeune agence qui a beaucoup d'ambition et qui devrait y parvenir. Merci Jean-Georges. C'est toujours un peu difficile de passer après Luc, hein. Et donc je ne vais pas essayer de rivaliser sur un terrain qui n'est pas le mien. Notre motivation à Jean-Luc Foucault et à Bruno de Godino, qui est le secrétaire général de l'agence et qui a été la cheville ouvrière de cette coopération, par rapport à la conférence qui nous réunit, c'est finalement d'apporter modestement notre témoignage au quotidien, à la fois dans le fait que l'innovation n'est pas que technologique, comme vient de le rappeler Luc, et aussi parce que dans nos actions qui sont menées par l'ensemble des équipes de l'agence, on essaie d'évoluer dans un triangle qui est presque un triangle magique, qui unit les territoires, les entreprises et les filières. Alors, quand on dit ça, ça peut paraître un peu abscon. En réalité, nous, ce qu'on observe, c'est que sur beaucoup de projets, qui sont des projets en émergence, ce sont des clusters, c'est-à-dire que c'est des entreprises, des académiques, qui se réunissent autour d'une vision qui elle-même se façonne au fur et à mesure des échanges, et que ça ne peut pas se faire déconnecté d'un territoire. Et qu'à chaque fois, la spécificité de ce qui ressort de cette construction, elle est complètement associée à la réalité du territoire, à ses ressources fondamentales, à ses histoires, et à son histoire, et également aux hommes et aux femmes qui la font vivre et qui les développent. Donc c'est ça la raison profonde qui fait que quand on a eu nos premières discussions avec les équipes de la MSHA, avec les équipes du Césaire, il nous est apparu que, on avait un intérêt fort et spontané sur la thématique, même si elle pouvait peut-être d'emblée paraître un peu loin de
l'image technologique qui est parfois celle qu'on nous accorde, et puis en même temps on se proposait de partager avec vous quelques témoignages, quelques retours d'expérience qui montraient à quel point le local avait complètement sa place dans les dynamiques d'ensemble. Voilà, et donc on est ravis d'être un partenaire de la journée et de pouvoir contribuer à vos travaux. Chers tous, il me revient de terminer cette première partie institutionnelle dans cette trilogie avant de rendre à César donc la partie scientifique d'organisation, de présentation et de cadrage avec une autre trilogie représentée par Pierre Musso, par Franck Ormeret et par Lucien Sfez himself. Donc la mode est à la commémoration, mais bien entendu, ce colloque n'est pas uniquement, loin de là, même s'il est une commémoration. Et les commémorations sont totalement à l'ordre du jour dans cet objet de plus en plus mouvant que sont les SHS. Les MSH, en ce moment, multiplient les commémorations avec chaque fois de très bonnes raisons intellectuelles. Dans un environnement national et une perspective internationale, les MSH en leur région, comme il est de bon ton de dire, et merci beaucoup, nous sommes accueillis en l'hôtel de région par le Césaire et le Conseil régional d'Aquitaine, la double assemblée. Je rappelle quand même que ce colloque, au fond, les stratégies des MSH, la MSH de Caen a célébré avec le réseau des MSH en décembre dernier plusieurs colloques de sciences humaines et sociales qui se sont déroulés à Caen avec comme enjeu quel SHS pour le XXIe siècle, rien que ça. Et au mois de mai, Alain Diribarne étant directement partie prenante, la Fondation MSH, qui va célébrer ses 50 ans, par un colloque « Pensée globale, internationalisation et globalisation des SHS ». Je rappelle que les Césaires eux-mêmes, et Luc Pabeuf a été un des penseurs concepteurs, a célébré au mois de novembre les 40 ans donc, des conseils économiques et sociaux au Sénat. Donc elle a été la stratégie scientifique, bien entendu, choisie par la MSHA, par des débats du conseil scientifique, 2 débats de son conseil scientifique, animés, coordonnés, et c'est un des initiateurs de cette joint venture, de cette entreprise partenariale, Alain Diribarne, pas seulement en tant que président du conseil scientifique, mais par ses compétences de socio-économiste et d'ancien directeur du département SHS du CNRS, c'était de renouveler sous une forme ouverte, originale, dans la cité, dans la métropole, en région, avec une multitude des parties prenantes, des stakeholders, pour parler de façon prétentieuse, de ne pas renouveler des printemps de la MSHA très intéressants, classiques, tels qu'ils avaient été organisés à l'ouverture de chaque printemps en MSHA, c'est-à-dire dans le cluster, dans l'encastrement du site universitaire de Pessac, qui permet certes d'accueillir parfaitement les chercheurs et les étudiants, mais bien entendu d'élargir aux différentes parties prenantes à la société civile. Donc l'objectif était d'élargir, et à partir du colloque séminal fondateur, il existe peu de colloques aussi marquants que le colloque de 1975 sur l'objet local. Lucien Sfez et ici quelques présents, quelques témoins, y compris Jean Dumas qui témoignera demain. Nous retrouvons dans le livret qui a été préparé par les étudiants du Master Communication, nous retrouvons cette dimension, donc 1975-2013, acte 1, acte 2, acte 3, point d'interrogation, quand, comment, où. Nous retrouvons cette perspective. En tout cas, c'est un grand honneur d'accueillir Lucien Sfez, et bien entendu, alors que les autres colloques pensent pensée globale, internationalisation, globalisation, quel SHS pour le XXIe siècle, s'intéresser à l'objet local et tout aussi donc une articulation dans ce croisement avec les formes d'innovation et des réseaux est tout aussi pertinent. On renverse au fond la démarche. Donc ce colloque est au fond une organisation entre 3 partenaires régionaux, un partenaire scientifique national qui est à l'origine avec Pierre Musso, avec Franck Ormeret, mais
je voudrais souligner que derrière la MSHA, donc le Césaire, Luc Pabeuf et Wilfried Grounon, on a l'habitude depuis 3 ou 4 ans d'organiser des manifestations communes sur les grands réseaux techniques en démocratie, sur les corps intermédiaires. Et de façon nouvelle, merci beaucoup donc à Jean-Georges Micol, à Bruno Godino et donc au président de ADI qui ont joué un rôle déterminant dans ce compagnonnage, dans cette convergence. Dans cette convergence aquitaine des initiatives, cette complémentarité des partenaires régionaux. Et donc Pierre Mussot qui, dans quelques instants, va assurer avec Franck Cormeret, puis avec Lucien Sfez, la partie de cadrage, de présentation scientifique, qui dirige donc une chaire modélisation des imaginaires, innovation et création à Télécom ParisTech. Soulignons que ce colloque, ce qui est très bien d'en discuter hier avec Pierre Mussot, la notion même d'interdisciplinarité n'a plus de sens. Parce qu'on ne sait pas, c'est un objet transversal, un objet global, et s'il est quand même un I parmi les I qui identifient les maisons des sciences de l'homme, c'est normalement celui de l'interdisciplinarité. L'objet local est bien un objet transversal qui est souvent insaisissable, comme le snark de Lewis Carroll. Donc on est constamment à sa recherche, on le trouve, on le retrouve, on voit ses modifications, ses métamorphoses. Ici, la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, au fond, n'est qu'un passeur, n'est qu'un opérateur d'interconnexion neuronale, entre guillemets. Je voudrais souligner, et Luc, tu le rappelais tout à l'heure, qu'un peu de profondeur historique derrière même la question du colloque de 1975 ne fait de mal à personne, et je prends ici ma casquette d'historien de l'innovation, d'historien des réseaux ferroviaires et des réseaux électriques, en rendant hommage à mon maître François Caron sur son ouvrage « La dynamique de l'innovation, changement technique et changement social ». Et on retrouve bien dans cette interrogation, on retrouve bien cette trajectoire, ce croisement dans les 3 titres. Donc région, innovation, industrie, donc ces dynamiques extrêmement mouvantes et ces jeux d'acteurs qui changent en permanence. Et pour faire plaisir à Pierre Mussot, donc objet commun, donc la pensée saint-simonienne souvent maltraitée, il vient donc d'éditer les œuvres complètes donc de Saint-Simon, la pensée saint-simonienne constamment réactualisée, constamment récupéré à l'aune des grands projets, des grands mythes contemporains, encore récemment. Donc Jean-Louis Guigou dans Le Nouveau Monde méditerranéen avec une préface donc, de Henri Laurence et au fond l'influence de Pierre Mussot sur un nouveau système de la Méditerranée, on retrouve bien ces interrogations et on retrouve bien cette trilogie. Donc il faut faire attention justement à ce que ces concepts ne soient pas des concepts mous et pratiquer la critique des réseaux, comme nous invite à le faire très régulièrement Pierre Mussot. Nous avons essayé, dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, et en suivant déjà les travaux engagés en particulier par Claude Lacour, par Jean Dumas, dans des programmes antérieurs, mais de poursuivre avec Yannick Long des programmes sur les logiques spatiales de l'innovation et sur les trajectoires de l'innovation, qui ont amené avec des introductions transversales ce travail interdisciplinaire. Donc c'est une sorte en même temps de focalisation sur un objet beaucoup plus large. Donc pour conclure, je voudrais souligner que la signification de ce colloque est quand même très originale, parce que quand je vois dans la salle la diversité des âges, des visages, des positions, et j'en profite pour saluer la présence des étudiants de master d'origine extrêmement différente, y compris d'ailleurs les étudiants du master Histoire de l'innovation de l'université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Donc je souhaite une excellente interconnexion, puisque c'est mon domaine de recherche, une excellente interconnexion neuronale dans vos travaux, d'excellents débats, des tables rondes. Je reviens là-dessus de quelques instants sur l'organisation. Le colloque est organisé sous forme de respiration extrêmement différente, avec un cadrage scientifique très précis, donc en 3 temps, et l'intervention donc de Lucien Sfez, avec 3 tables rondes qui mixent dans une fertilisation croisée les positionnements et donc les thématiques, et avec des animateurs de tables rondes qui ont l'habitude de
ce type donc, de pratique, à commencer bien entendu par Pierre Delfaux qui joue un grand rôle dans cette institution et qui a animé récemment des tables rondes à Lac, un gros colloque que nous avions donc organisé, des communications entre guillemets certes classiques, mais avec des témoins discutants qui sont des professionnels, qui sont dans la société civile, et en souhaitant que le temps du débat, que le temps de la connexion soit un temps suffisamment important. Voilà, donc je suis très heureux de contribuer à cette ouverture du colloque.